chers confrères, mesdames et messieurs. J'introduis une séance cet après-midi consacrée au thème prairie, environnement et territoire. Et particulièrement les prairies considérées comme une possibilité de compromis entre des ressources pour l'élevage et la production de services écosystémiques à l'échelle des écosystèmes et du paysage. À l'échelle mondiale, les prairies représentent un écosystème aussi important en surface que les forêts ou les terres cultivées. Donc, compte tenu de cette importance, les prairies doivent être étudiées à la fois et de manière conjointe comme une ressource alimentaire pour les herbivores domestiques et la production de denrées alimentaires essentielles pour les sociétés humaines, mais aussi comme un moyen, au même titre que les forêts, de produire des services écosystémiques nécessaires au maintien d'un environnement acceptable aux échelles locales, régionales ou planétaires. L'intensification de l'agriculture s'est réalisée à l'échelle mondiale par une conjonction d'une utilisation importante d'intrants et d'une simplification importante des systèmes de production conduisant à une uniformité aux différentes échelles, la parcelle, l'exploitation, les paysages, les régions. Les impacts de l'agriculture sont davantage liés à la trop grande perte de diversité des systèmes agricoles qu'à leur niveau de productivité. C'est une des hypothèses de travail. Et donc l'antagonisme souvent mis en avant entre production et environnement ne serait donc qu'apparent si on parvenait à rompre le lien historique entre intensification et uniformisation de l'agriculture. Donc les prairies peuvent être considérées comme une source de diversité au sein des agroécosystèmes, permettant de réconcilier production et environnement. L'intégration entre l'agriculture et l'élevage aux différentes échelles, de l'exploitation agricole, le territoire, la région, peut donc être la base d'un développement agricole soutenable. Pour cela, les prairies ne doivent être plus confinées aux zones non ou difficilement cultivables, mais redevenir partie intégrante des systèmes de production agricole intensifs. La diversité au sein des systèmes agricoles est aussi indispensable que la biodiversité au sein des écosystèmes pour assurer leur faculté d'adaptation à un environnement sans cesse changeant. Donc voilà l'orientation qui va être donnée aux différents exposés. Dans un premier exposé, Abad Chabi et François Gastal, présenté par Abad Chabi, présentera l'impact des modes de gestion des prairies sur l'évolution des stocks de carbone et des flux environnementaux et montrera comment l'association entre prairiculture peut contribuer à ces effets sur l'environnement. Ensuite, Marie-Laure Navas présentera de AgroSup Montpellier présentera la diversité fonctionnelle des prairies permanentes, la caractérisation, la réponse aux modes de conduite et les impacts sur les services écosystémiques. Vincent Bretagnol du CNRS présentera le rôle des prairies dans les systèmes céréaliers intensifs, agroécologie des territoires et gestion durable des services écosystémiques. Et enfin, Jean-Louis Perrault tirera une conclusion en montrant le rôle de la prairie au cœur des systèmes de production de ruminants à haute performance. Bonjour tout le monde, donc merci de genre de consortium de sages.
Donc, je remercie Gilles, mais aussi les organisateurs de ce meeting à me donner l'opportunité pour vous présenter un peu une partie de travail qu'on a conduit dans le cadre des observatoires ACBB, mais aussi dans le cadre de cette problématique prairie et intégration dans les rotations de culture. Donc, dans un premier temps, je remercie mes co-auteurs qui étaient indiqués, François Gastal et Katia Klum, qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Alors, comme il l'avait rappelé Gilles, donc, a priori, l'agriculture d'aujourd'hui, il affronte un antagonisme dans lequel il y a entre produire, mais aussi maintenir la soutenabilité des écosystèmes pour affronter aussi ce qu'on appelle nourrir la planète en 2050. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est qu'il faut s'adapter au changement climatique. Donc, il y a un rapport de force entre produire et changement climatique. Et la troisième question, ou le troisième enjeu, c'est qu'il faut rendre des services à la société, non seulement environnementale, mais aussi en société en termes de production, nourrir la planète, etc. Cependant, Gilles l'a aussi rappelé que l'uniformisation liée à l'intensification des systèmes agricoles conduit à des impacts insupportables sur l'environnement et que le manque de la diversité dans le système agricole à toutes les échelles, c'est-à-dire comme ici, parcelles, exploitation, paysage, doit permettre normalement de concilier productivité et qualité de l'environnement. Donc on a le problème de l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas l'intensification des systèmes, mais plutôt le manque ou le manque de diversité des systèmes. C'est ça ce qui doit être pris en compte. Et l'intégration entre production végétale et production animale permet d'accroître la diversité au sein des systèmes et fournir à travers les interactions spatiales et temporales entre prairies et culture annuelles peuvent fournir les bases pour des systèmes agricoles durables. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, intégration culture-prairie, etc., ce qui était évoqué par Gilles. Alors, quels sont les problèmes? Donc, les problèmes environnementaux liés à l'agriculture sont principalement liés au découplage, donc il a été rappelé tout à l'heure, sur les cycles carbone, azote, phosphore, et qui sont normalement, ces cycles-là sont fortement liés à la dynamique des matières organiques. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas exactement à quel degré le compartiment matière organique contrôle ces relations et qui fait quoi dans le système. C'est que l'écosystème prairial, donc, comme il a été rappelé tout à l'heure, se caractérise par un fort couplage entre les cycles, c'est-à-dire ce qui diminue considérablement les risques environnementaux. Donc il y a un aspect conservatif de la prairie. Et que l'intensification des de production végétale et animale, fertilisation, travail de sol, chargement animal, pâturage contribuent fortement au découplage. Et comme vous le voyez ici, illustré par ce graphe, donc quand on a un système qui est en adéquation, en harmonie, c'est-à-dire assimilation par la plante ou par la fertilisation, donc flux d'exudat, donc organisation, donc on a une organisation, donc ça minimise, on a un couplage, donc ça minimise les perturbations environnementales. Par contre, quand on a c'est-à-dire on élimine la végétation, dans le cas par exemple dans le labour où on n'a pas de végétation, donc ces flux-là ils sont coupés et du coup on a un lessivage ou découplage de carbone. Donc ceci se fait aussi bien dans l'agriculture, mais aussi l'animal, ça aussi contribue à ce découplage par l'injection et de la partie herbivore et le découplage à travers, c'est-à-dire l'azote d'un côté et le méthane d'un autre côté. Donc l'animal aussi peut contribuer à ça. Et donc normalement, l'introduction des prairies dans les rotations doit contribuer à un meilleur équilibre entre phase de couplage et découplage, ce qui conduira à un système global plus performant que l'ensemble des deux systèmes étudiés ou conduits séparément. Par contre, quand on voit ce qui existe dans la littérature, parce que normalement,
on sait bien les vertus de la prairie, on sait bien que si on introduit la prairie dans les rotations, ça peut avoir des effets positifs, mais on manque de quantification, c'est-à-dire avéré pour bien montrer ça. Et en plus, ce système, il a du mal à s'implanter. Je pense que mes collègues, les agronomes, ils peuvent l'illustrer pour plusieurs raisons. Donc, à l'échelle européenne, donc, il a du mal à s'implanter. Et en plus de ça, les agriculteurs, au moins en Allemagne, ce que je connais, ils n'aiment pas trop. Enfin bref, on est là pour montrer à quel degré il faut quantifier ces flux, il faut quantifier qui fait quoi pour pouvoir bien aménager le système. Donc dans ce cas-là, l'observatoire, qui était mis en place par Gilles et moi à un moment donné, a été explicitement mis en place justement pour bien contrôler ou bien quantifier ces valeurs ajoutées de la prairie ou de la prairie intérieure. Non seulement ça, mais aussi quantifier les flux qui sont, comme vous le voyez ici, contrôlés normalement par le compartiment de matière organique. Et comme vous le voyez ici, c'est un compartiment qui n'est pas fermé. Donc, à partir du moment où on agit sur ce compartiment à travers le forcing ou à travers le management, donc on a des flux qui soit vers l'hydrosphère, soit vers l'atmosphère, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, et on a des effets de rétroaction, c'est-à-dire une fois on agit sur le compartiment de la biodiversité, donc là on a des rétroactions sur le compartiment. Et s'ajoutant à tout ça, la complication, donc les changements climatiques en cours qui compliquent encore la vision globale de fonctionnement de ce système. Donc il est très important pour pouvoir prédire, il faut quantifier tous ces flux et pour bien armer le modèle à mieux prédire. Donc normalement, c'est un dispositif qui est éclaté sur 3 sites, qui était mis en place à partir de 2005. Donc, on a à peu près une dizaine d'années de mesures. Je ne vais pas parler sur l'ensemble des sites, mais je vais focaliser un petit peu ma présentation sur l'usine puisqu'on a cette alternance prairie-culture avec un exemple de la prairie permanente. Donc, vous voyez ici, c'est un ensemble éclaté à l'échelle nationale qui a la même problématique, qui est équipé d'une manière homogène et qui va permettre un peu de suivre tous ces flux dans des périodes climatiques et géographiques différents. Donc, ce dispositif, ce que je vous avais dit, qu'il y a un enregistrement très lourd des variables d'état du système, de l'agronomie, de le management, de la météorologie, c'est-à-dire toutes les précipitations, les radiations, etc., du sol, mais aussi de la qualité de l'eau, qui est très important, des gaz à effet de serre et de la biodiversité. Vous voyez, c'est très lourd, ça coûte de l'argent, et tout ça va partir dans une base de données avec un archivage qui va permettre tourner le modèle, mais aussi pour les générations futures, pour analyser les choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Alors, voilà un exemple du dispositif que vous voyez ici, c'est l'Usignon. Donc, dans lequel on a à peu près 25 hectares. On a 5 traitements qui sont sur des parcelles de 0,4 hectares et 4 grandes parcelles de 3,2 hectares dans lesquelles on a des alternances prairie-culture, mais aussi le degré de la fertilisation azotée et le management de la prairie, c'est-à-dire faucher, faturer ou retourner. Et donc, juste pour vous éclairer sur les résultats que je vais vous présenter, donc voilà les traitements, comment ils se présentent. Donc, on a les petites parcelles, on a les rotations culturelles, un système où on le maintient pour les prochains 20 ans, c'est-à-dire en culture. Et de l'autre côté, on a une prairie permanente de 20 ans avec azoté. Et entre les deux systèmes, entre les bornes du système, on a des rotations de 3 ans, de 6 ans, avec au son azote, ou bien le pâturage sur les grandes parcelles, c'est-à-dire certains de traitements-là, ils sont répétés, comme vous le voyez ici, T3 et T5 qui sont répétés, mais c'est sur des parcelles très larges. Donc ça, c'est le dispositif expérimental tel qu'il a été mis en place. Mais bien entendu, ça ne marche pas tout seul. Donc vous voyez ici, on a commencé en 2005. On a à peu près, ça c'est le système que je vous avais dit, maintenu sur 20 ans en tant que culture. On a l'autre sur 20 ans en prairie. Et entre les deux, on a les traitements des prairies de 3 ans ou des cultures 3 ans et de 6 ans, 3 ans de culture.
Et on est arrivé en 2003, donc on a fait le premier retournement de la prairie. Et on est en 2003, c'est-à-dire la prairie qui était retournée là 3 ans en 2007, ou de 6 ans ici en 2010. Donc on a un arrière-effet de la prairie qu'on a quantifié en termes de gaz et des flux que je vais vous présenter un petit peu. Alors, bien entendu aussi, ce dispositif il nécessite un équipement, donc un équipement lourd en termes de gaz à effet de serre. Ça, si vous voyez ici, c'est l'azote, N2O, les flux, et même en mesure l'ozone, la qualité de l'eau par des dispositifs un peu lourds souterrains avec des plaques lésitmètres dans laquelle on mesure la percolation, la solution de sol avec des bougies poreuses. Et vous voyez ici, donc c'est un dispositif qui permet aussi bien de cerner tous les flux qui sortent du système à travers un management dosé ou à travers un forçage donné dans le système. Alors, donc, pour la première partie du résultat, ce que je vais vous présenter, donc, il y a les flux de carbone, stockage net de C en prairie fauchée et pâturée. C'est un exemple que je vous le cite. Donc, on avait pour baser à travers le résultat, donc on a utilisé une équation ici qui était publiée par Jean-François et qu'on l'a modifiée un petit peu, qui permet, simplifié, qui permet de quantifier comment ça s'appelle, le stockage net de carbone, parce que si on, vous voyez, si on compte sur la fraction qui rentre dans le sol, c'est une fraction très très petite, donc il nous faut beaucoup d'années pour voir un peu le changement. Donc cette méthode-là, à travers le flux, ça permet de voir à l'année qu'est-ce qui se passe dans le système à travers un management de données ou à travers une gestion de données de la prairie. Et donc, vous voyez ici, donc on a utilisé certaines choses qui ne sont pas, donc, pardon, je ne sais pas comment, ouais, ça permet, je ne sais pas comment faire. Voilà, donc c'est par turbulence, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui est important à noter ici, donc les facteurs, les éléments qui sont rentrés dans cette équation, donc on n'a pas pris en considération le feu, parce que le feu on n'a pas dans le système, on n'a pas le manure, donc on ne l'utilise pas, et on n'a pas les flux volatiles, on n'a pas. Donc on a réduit ça de l'équation et on a utilisé seulement les variables dont on a mesuré, puisque ça a été étudié à l'échelle beaucoup plus large au niveau européen. Et donc, les résultats qui sont sortis de ce travail-là, donc ça, c'est au niveau des unions. Donc, vous voyez les flux annuels de ce qu'on appelle les flux de stockage annuel net de carbone. Donc, on a démarré, vous voyez, en 2006, on a commencé entre prairie pâturée et prairie fauchée. Donc, vous voyez qu'il y a la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une forte variabilité interannuelle, peu importe qu'on est dans un système pâturé ou dans un système fauché. Et que cette variabilité normalement annuelle, elle est complètement contrôlée, bien sûr par le traitement, mais aussi par les conditions climatiques, notamment les arrière-effets de la sécheresse qui frappe la région aussi. Un autre problème, c'est que quand on voit le stockage annuel net de carbone, donc vous voyez la prairie fauchée versus la prairie pâturée, donc il n'y a pas, ça vous paraît qu'il y a une différence, mais statistiquement cette différence n'est pas très significative, sachant que quand même, parce que le système il y a beaucoup d'hétérogénéité, donc il faut un peu plus de temps et stabiliser le système, mais aussi, comme je vous l'avais dit, donc il y a l'aspect climatique. Donc la différence que je peux vous dire entre prairie pâturée et prairie fauchée n'est pas statistiquement différente, même si vous voyez ça dans le graphe. Alors, donc en termes de budget, donc bilan synthèse des flux de carbone entre 2006 et 2010, entre fauché et pâturé, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on a quand même un stockage là de la prairie pâturée, et que cette prairie pâturée, le stockage qu'on observe ici, c'est certainement, il est dû à chargement raisonnable, mais aussi qui peut s'expliquer par comment dirais-je, par la biomasse exportée, qui était la biomasse exportée qui est beaucoup plus faible. Donc c'est ça ce qui explique un peu ce stockage qui est négatif, qui signifie négatif, mais que c'est un stockage qui rentre dans le système. Quand on monte en prairie permanente sur le site de l'accueil,
Donc on a à peu près le même scénario. Donc on a une forte variabilité interannuelle. Et que vous voyez ici, donc ils avaient deux systèmes ici, ce qu'on appelle un système intensif versus un système extensif, mais avec des niveaux de fertilisation différents, c'est-à-dire les NPK. Et on voit que tout dépend de la variabilité ou des conditions climatiques. On voit par exemple la sécheresse qui a frappé la France en 2003, 2005, 2008. Donc on voit le système intensifié, il stocke plus du carbone par rapport au système extensif. Alors quand on a des années humides comme 2004, 2006, 2007, 2010, on a l'inverse. Donc vous voyez, il y a le management impliqué dans le système, mais aussi il y a les conditions climatiques qui jouent un rôle. Donc du coup, il faut prendre ça en considération. Et quand on voit le carbone net stocké sur les 6 ans, c'est-à-dire entre extensif et intensif, on a à peu près 12,5 et versus 14 tonnes par hectare, ce qui n'est pas énormément très très élevé. La différence. Donc, encore une fois, qui illustre ce schéma, ce que je viens de vous parler. Donc, on a le stockage net de carbone confirme la forte variabilité interannuelle et que la séquestration de carbone est plus importante sur les traitements intensifs, plus fertilisation, c'est-à-dire dans les années sèches. Alors, durant la période 2003 et 2011, donc le stockage net de carbone est un peu plus élevé. Vous voyez 191 versus 200. Donc, ce n'est pas vraiment très, très grand. Ce que je pourrais vous dire, qu'il y a une chose est certaine, et ça, il faut vraiment la prendre en considération, c'est qu'une fois on tourne la prairie, on détruit la prairie, donc il y a une perte de carbone que vous voyez ici, un exemple extrêmement illustrant. Donc cette perte de carbone on l'a suivi 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans, et ça continue. Donc quand on retourne une prairie vers une culture, alors quand on maintient le système sur une culture, donc ça ne change pas beaucoup, ou bien sur une prairie maintenue, le carbone ne change pas. Ce changement est dramatique lorsqu'on convertit. Et là, c'est des implications extrêmement importantes sur le système, non seulement sur les gaz, mais aussi sur la durabilité et le fonctionnement du système. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire ce compartiment et qui contrôle tous ces flux-là. Alors, donc les flux, encore, c'est ça ce qui m'amène au flux et dynamique des flux de N2O. Donc ce que je vous montrais ici, la même chose entre une prairie pâturée, une prairie fauchée et une prairie pâturée. Et là, on est parti, là c'est le site de l'Usunion. Vous voyez, ça c'est la prairie de 20 ans qu'on a pu suivre. Et ça c'est la prairie qui était de 6 ans. Et vous voyez ici, avant le retournement, on avait la même chose. La prairie répondait, c'est-à-dire la réplication du terrain, elle était parfaite. Mais là, on a introduit, bouleversé la prairie. Et donc, on a des flux de N2O. Donc, c'est-à-dire, on est passé des moyens de flux de 1,5 à un flux moyen de 3,92, c'est-à-dire avec un pic qui de l'ordre de 12,2. Donc, quand on voit qu'est-ce qui se passe, et c'est ça vraiment pour la modélisation, c'est ce qui est important, qu'est-ce qui se passe pendant ces 34 jours après le retournement. Eh bien, il se passe des choses, ça, vous le trouverez nulle part, à part... si on l'avait explicitement expérimenté. Eh bien, il passe des choses, c'est-à-dire entre encore une prairie maintenue fauchée et une prairie retournée. Donc, on a le flux de l'azote, il passe de 5 pendant ces 3, et sur une prairie maintenue, donc on a un 1. Et le cumul de l'azote, de N2O sur ces 34 jours, il est de l'ordre de 185 versus 45 sur une prairie maintenue en fauche. Donc ça, c'est très important. Par contre, quand on voit au niveau annuel, c'est-à-dire le flux cumulé entre prairie fauchée et prairie retournée, eh bien, vous voyez à la fin, entre les deux systèmes, il y a une différence de une centaine. Qui est dû à ce bouleversement, et après le système prend son chemin comme si ne s'est rien passé. Donc ça c'est très important. Donc la prairie vraiment contrôle ces flux. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que quand même il y a des choses que je vois le signal rouge qui s'allume. Donc ce que je vais vous dire, le message que je veux vous transmettre ici, c'est que une fois retourné, donc c'est la prairie retournée, donc on a à peu près, ça c'est la matière organique du système, c'est-à-dire qui est venue de la partie aérienne et racinaire, donc convertie, donc il a donné un azote dans le système de l'ordre de 185.
on a ajouté 36 kg par hectare, et après, en maïs, et après, quand on a mis le blé, on a ajouté. Donc, un total de 381, et le flux, ou le facteur d'émission, il est de l'ordre de 0,20. Donc, c'est-à-dire on a fait une économie d'azote parce qu'il y avait l'arrière-effet. Quand on voit la prairie maintenue, donc prairie fauchée, donc il y a 330 d'azote qui était ajouté, et avec un facteur d'émission de l'ordre de 0,3. Donc les flux de N2O sur une prairie fauchée, prairie pâturée, donc c'est la même chose. Donc je ne vais pas, donc la prairie fauchée versus pâturée. Donc le pâturé, vous voyez ici, c'est à peu près un maximum de 32 et versus 22 sur une fauchée. Donc ce qui est important à vous signaler, quand même, les flux ou les flux cumulés entre une prairie fauchée versus pâturée. Donc la pâturée, il y a un flux un peu plus significant par rapport à la prairie maintenue en fauche. En prairie, fauchée. Donc l'eau, là, parce que ça reflète un peu le système, donc en termes d'azote. Donc vous voyez ici, c'est en système culture, donc il y a le lessivage cumulé, il est plus important dans une culture. Donc on a démarré la même chose, et une fois on a implémenté ici la prairie, vous voyez, donc ça a divergé. Donc il y a une différence extrêmement importante entre la culture et la prairie. Donc c'est ce qu'on appelle le lessivage cumulé. Et quand on voit en termes d'azote cumulé, donc il y a quand même une différence très importante, et qu'on voit réellement le rôle conservatif de la prairie, c'est-à-dire l'introduction de la prairie dans les cultures. Je vais aller vite. Donc vous voyez ici, le drainage il est plus important sur une culture annuelle versus sur une prairie fauchée, et que le lessivage sur une culture annuelle il est de l'ordre de 57, alors que sur une prairie fauchée il est beaucoup plus bas, 4,8. Alors en termes de conclusion, là, je vous dis que les résultats obtenus sur le dispositif de SOER, donc ACBB, donc j'ai oublié un B ici, confirment les conclusions générales des effets environnementaux positifs de la prairie, c'est-à-dire en termes de stockage, en termes de carbone, les flux de N2O, de nitrates, etc. Par contre, il démontre également que les prairies où ces flux dépendent de la gestion impliquée dans ces systèmes, c'est-à-dire effet rapide de le retournement, vous voyez qu'on perd du carbone, et versus la rentrée de carbone qui prend énormément de temps pour que le système soit stabilisé de nouveau, ce qu'on appelle la résilience. Il faut y encore prendre en considération, ça c'est très important en termes de gestion de la prairie, il y a des compromis qui restent à prendre. Donc soit qu'on laisse une prairie fauchée et donc on a les flux d'azote, soit on fait le pâturage et après donc on stocke, mais on a les flux de N2O et on a aussi la lixification, donc c'est un compromis. Mais quel que soit le résultat, donc ces données-là sont très importantes en termes de modélisation. Ils peuvent armer les modèles et à tester les modèles, c'est-à-dire stick spacing, pour simuler de manière complète les différents services environnementaux et explorer ces compromis. Je vous remercie pour votre attention. Bon, bonjour, merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter ces travaux qui ont été engagés il y a une dizaine d'années et qui sont menés conjointement par plusieurs équipes au niveau français, notamment donc par celle qui est dirigée par Michel Duru à Toulouse, dans le cadre de l'UMR Agir, et à laquelle l'équipe à laquelle j'appartiens, au CEF qui est situé à Montpellier, participe activement également. Donc je suis moi-même donc Marie-Laure Navas et je viens de Montpellier Supagro et non pas Supagro Montpellier, c'est l'inverse. Enfin, AgroSup Montpellier qui n'existe pas en fin de compte. Donc je vais vous parler donc de la diversité fonctionnelle des prairies permanentes en mettant en accent donc sur la caractérisation de cette notion et la façon dont elle répond au mode de conduite ainsi que l'impact qu'elle peut avoir sur les services écosystémiques. Alors, en fait, il n'a échappé à personne que l'enjeu actuel pour les prairies, c'est d'être véritablement multifonctionnel. Et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer à travers ces diapositives, qui montrent, bien sûr, il s'agit de continuer à produire de l'herbe. C'est quand même la raison majeure d'être des prairies, mais dans des contextes climatiques et environnementaux qui sont difficiles, qui fait que là, il est difficile de maintenir année après année une certaine stabilité de cette production.
Il s'agit également de stocker du carbone. Donc l'exposé précédent nous a amplement abordé cette notion et nous a montré comment cela peut se faire. Et puis j'introduis aussi cette dernière notion qui est l'ensemble des valeurs culturelles et esthétiques qui sont attachées aux prairies et qui fait qu'en fait elles peuvent être un élément majeur dans le paysage qui contribue à l'attractivité d'une région pour son agrément touristique. Alors la notion de service écosystémique apparaît comme étant un concept qui permet de rendre compte de cette multifonctionnalité des écosystèmes. Donc les services ont été définis en 2005 par le Millennium Ecosystem Assessment comme étant les bénéfices que les êtres humains retirent des écosystèmes et peuvent être répartis en 4 grandes catégories qui peuvent être tout à fait recouvertes au niveau des prairies. Donc les services d'approvisionnement en particulier, donc, auxquels contribue la production de fourrage, sa quantité, sa qualité et sa variabilité entre années et conditions environnementales. Les services de régulation, notamment de régulation climatique auxquels participe le stockage du carbone. Les services culturels que je viens d'évoquer à travers les qualités esthétiques des prairies. Et puis enfin, peut-être un peu plus difficile à percevoir, sont tous les services de support, notamment à travers la production de biomasse, la production primaire ou secondaire de biomasse, la contribution au cycle de l'eau et au cycle biogéochimique en général, auxquels peuvent largement contribuer les prairies. Alors, force est de constater qu'en fait, tous les services ne peuvent être fournis par une seule prairie. C'est ce que j'ai voulu illustrer ici avec cette prairie, cette diapositive illustrée par des cas de prairies rencontrés dans la vallée du Lautaret, qui est un site amplement étudié par l'équipe de Sandra Lavorel, et qui montre que, en fait, dans les prairies de fauche, qui sont représentées ici sur la gauche, qui sont constituées par un fort niveau de diversité floristique, et représentent, et qui ont quand même une bonne valeur agronomique par rapport aux standards locaux, et que l'on peut opposer à des prairies dominées par la grande fétuque, dans les conditions qui sont non fauchées, et qui est une espèce, lorsqu'elle est dominante, qui confère aux prairies une très faible valeur agronomique. Elles sont également caractérisées par une faible diversité, mais par contre, elles ont un fort stockage de carbone. Alors, il faut un deuxième constat que l'on peut faire, c'est que les services écosystémiques, ils varient spatialement. Donc au niveau d'une exploitation, par exemple, ce qui est illustré sur cette diapositive, c'est le fait qu'une exploitation va gérer un ensemble de prairies qui vont différer par leur composition en termes de végétation et donc par la production de biomasse, sa date, sa temporalité, sa souplesse d'utilisation, et que tout le travail de l'exploitant va être de travailler, de jouer sur cette complémentarité. Et bien évidemment, cette complémentarité d'usage, elle va varier d'une exploitation à l'autre en fonction de la gamme des prairies qui constituent chacune des exploitations. Et l'ensemble donc de ces sources de variabilité va constituer la gamme des services et leurs valeurs que l'on va pouvoir rencontrer au niveau d'un paysage ou d'une petite région. Il y a ensuite, se surimpose à ces sources de variabilité des grandes variabilités environnementales, comme celles que l'on peut rencontrer entre zones géographiques au niveau du territoire français et qui sont liées, bien évidemment, à des différences de climat ou de conditions de sol. Alors, la question qui va se poser à ce moment-là, c'est comment peut-on appréhender cette diversité de prairies et de services qui sont associés. Et c'est là qu'on rentre en scène une approche assez populaire actuellement en écologie des communautés, qui est l'approche fonctionnelle de la diversité. Alors, cette approche de la diversité, elle complète l'approche plus classique de la diversité, qui est une approche soit taxonomique, soit phylogénétique, en décrivant l'ensemble des organismes vivants par la gamme des fonctions qui le recouvrent, ces fonctions pouvant être décrites par un certain nombre de caractéristiques que l'on va mesurer sur les individus. Alors sur cette diapositive est représentée donc une grande touffe d'herbe, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le peintre qui l'a représentée. Et cette grande touffe d'herbe, on pourrait la caractériser par le nom des espèces que l'on rencontre. Hein. Vous pouvez certainement en identifier quelques-unes. Hein. Il y a certainement des pâturins, des fétuques, un petit peu de pissenlit, puis d'autres espèces, des dicotylédones à la base de la touffe. Et puis on peut également la caractériser par le fait qu'il y a des espèces, par exemple, qui ont des fleurs, hein, des inflorescences qui sont situées plus haut que les autres, et d'autres pour lesquelles c'est la même chose au niveau du feuillage, qui va donc intercepter potentiellement plus de lumière qu'un feuillage situé à la base de la touffe, plus près du sol.
Et donc c'est ce constat-là d'une relation entre forme et fonction qui est à la base de l'approche qui utilise ce qu'on appelle des traits, et que j'illustre ici avec cette diapositive qui nous montre comment certains traits qu'on va mesurer sur les végétaux peuvent rendre compte des fonctions qui sont rendues par ces plantes. Par exemple ici, la masse de graines peut être utilisée pour rendre compte de la fécondité des individus en relation avec la relation inverse qui existe entre masse et nombre de graines. La hauteur végétative est également, ou la hauteur reproductive, est en relation avec la distance de dispersion, puisqu'on peut imaginer que plus la plante propose et produit, place ses fleurs au-dessus du reste de la végétation, et plus la probabilité de dissémination à distance est importante. La hauteur végétative est liée à sa capacité à intercepter de la lumière et donc à entrer en compétition avec les autres éléments. On va ensuite trouver des structures morpho-anatomiques des feuilles ou bien des racines qui peuvent être mis en relation avec la capacité des végétaux à acquérir des ressources tant au niveau aérien qu'au niveau souterrain. Alors, ensuite, une fois qu'on a utilisé donc ces traits pour décrire ces formes et donc les fonctions qui sont associées, se pose la question de la mise en place de la diversité fonctionnelle au niveau des communautés. Donc, selon une proposition qui a été faite donc, par Sandra Lavorel et Éric Garnier en 2002, en fait, on considère que la distribution des traits qu'on va rencontrer au sein d'une communauté sont le résultat d'un effet qui filtre des conditions environnementales sur l'ensemble des individus qui potentiellement peuvent se rencontrer dans la région d'intérêt. Et ces conditions environnementales qui vont filtrer les organismes donc selon les types de traits qu'ils possèdent sont bien sûr les conditions climatiques, de sol, d'histoire d'utilisation des parcelles, mais également, dans le cas qui nous intéresse, l'ensemble des constituants des pratiques agricoles liées au statut minéral hydrique, au régime de défoliation appliqué aux prairies. La distribution des traits, elle peut être définie au niveau aérien, c'est ce qui est fait en routine maintenant, mais également de plus en plus au niveau souterrain, à travers la caractérisation des traits racinaires, et également au niveau des micro-organismes du sol, de tous les biotas du sol qui sont associés à cette végétation et que l'on peut rencontrer dans les sols. Alors, au niveau des prairies, donc Michel Duru et ses collaborateurs, en 1998, ont bien pu montrer quels étaient les grands types de réponses que la végétation montre à des éléments qui caractérisent la gestion des prairies, qui sont la disponibilité en éléments minéraux, représentés ici en abscisse, et l'intensité d'utilisation des prairies à travers l'intensité de la défoliation. Et il montre bien que pour un niveau faible de défoliation, en fait, on va passer d'une végétation caractérisée par des espèces qui ont une capture lente des ressources et avec un feuillage ayant une très faible digestibilité, à une végétation caractérisée par un recyclage lent des organes et une forte stature. Si on augmente dans ces conditions de fort niveau, de forte productivité potentielle, l'intensité de défoliation, on passe à une végétation caractérisée par une capture rapide des ressources et une forte digestibilité. Donc ça, c'est l'ensemble des dynamiques qui ont été montrées de façon générale. Et dans le cadre d'un programme qui a été réalisé au niveau français, dans lequel on a comparé l'impact des modifications de pratiques sur différents types de prairies, on a montré que quelle que soit la région dans laquelle on se situait, en Auvergne, en Sud-Aveyron, en Camargue par exemple, on retrouve les mêmes tendances, les mêmes modifications de végétation, mais dans des points différents du champ des possibles que j'ai défini tout à l'heure, puisqu'on avait des conditions en moyenne plus productives en Auvergne par rapport en particulier en Camargue, dans lesquelles les conditions étaient très contraignantes. Donc on a une forme d'universalité de ces patrons de réponse que l'on retrouve entre régions. Alors, une fois qu'on a défini cette structure fonctionnelle des communautés, en fait, on peut ensuite arriver à simuler, à calculer, à quantifier les processus écosystémiques qui sont associés en reconnaissant l'influence de ce qu'on appelle des traits d'effet, donc des caractéristiques de cette végétation, qui peuvent ne pas être les mêmes que celles qui ont caractérisé la réponse de la prairie
aux pratiques agricoles. Et ces processus écosystémiques qui sont mis en évidence sont associés ou sont à l'origine de la réalisation de services d'écosystémique. Et vous retrouvez ici donc les liens que j'ai évoqués déjà tout à l'heure entre production de biomasse par exemple et production de fourrage, pour parler du plus simple et du plus évident. Alors une illustration de cette notion-là et de la relation qui existe entre traits de la végétation et processus mesurés au niveau de la communauté. Cette diapositive illustre la relation qui existe, qui est de nature négative, entre un indicateur de la densité des tissus, qui est ce qu'on appelle la teneur en matière sèche, donc densité des tissus, donc qui est une caractéristique anatomique de la feuille et des tiges. Et on voit donc que la digestibilité à la fois des feuilles ici en vert et des tiges ici en violet diminue avec l'augmentation de la densité de chacun de ces types de tissus. Donc, voilà, alors ça nous permet de revisiter la diapositive d'origine que j'avais présentée tout à l'heure, il y a quelques minutes, dans laquelle je contrastais deux types de prairies dans le milieu alpin, et on voit qu'en fait pour chacune de ces prairies, on peut caractériser cette espèce de cascade de relations entre structure de la végétation, processus et services. En particulier dans la prairie de Foch, qui était caractérisée par une forte diversité et une forte vitesse de croissance des espèces principales. On a en fait une production de biomasse qui est convenable, moyenne à bonne, mais qui est surtout de très très bonne qualité et qui est associée à une faible quantité de litière, ce qui conduit à l'obtention d'un très bon service quant à la production de fourrage, mais à un faible stockage de carbone dans le sol. Et on retrouve dans ces types de milieux une très forte diversité d'insectes qui est associée à cette végétation. Donc ce qui conduit à indiquer que dans ces conditions-là, on a une valeur agronomique qui est satisfaisante par rapport aux standards locaux et on a une valeur écologique qui est associée donc à cette diversité de la faune associée aux prairies. Dans l'autre cas de prairies dominées par la fétuque, en fait on a une végétation qui est beaucoup plus haute mais qui est caractérisée par une très faible vitesse de croissance et une faible diversité, qui conduit à une très forte production de biomasse et de litière mais de très faible qualité nutritionnelle, et donc les services qui sont associés, en fait la production de fourrage est de médiocre intérêt. Par contre, on a un très fort stockage de carbone dans ces types de sols et encore une fois une diversité spontanée associée qui est de faible qualité. Donc on a dans ces conditions-là une valeur agronomique qui est plus faible dans le cas précédent et puis une valeur écologique qui peut être intéressante en ce qui concerne le stockage de carbone, mais qui est très peu intéressante en ce qui concerne la conservation et l'hébergement de biodiversité. Alors, on peut après utiliser l'ensemble de ces résultats pour voir comment se construisent les services à la parcelle. Puisque dans une parcelle donnée, en fait, elle va se situer ici, notre parcelle, elle va être caractérisée par une végétation qui se situe quelque part dans ce continuum, entre une végétation qui est, chez laquelle les fonctions de conservation des ressources est favorisée, ou une végétation chez laquelle c'est surtout la fonction d'acquisition des ressources. Et ce continuum, en fait, il est complètement géré et influencé par les pratiques qui sont utilisées dans la prairie, mais également les conditions environnementales globales. Et à partir de cette structure fonctionnelle de la communauté, on va se situer à un certain niveau de réalisation de différents types de services. J'ai illustré ici par la production de fourrage et le stockage de carbone dont j'ai parlé. Et puis j'ai rajouté la flexibilité d'utilisation des prairies, quelque chose qui est très intéressant pour l'éleveur, pour l'exploitant agricole, et qui lui a des conditions intermédiaires, c'est-à-dire que la flexibilité d'utilisation est maximale lorsqu'on a une flore un petit peu intermédiaire, avec un mélange d'espèces qui conservent et d'espèces qui ont plutôt une forte vitesse d'acquisition des ressources. Donc ce schéma un peu conceptuel, en fait, quand Michel Dury et son équipe ont voulu le transférer dans la pratique, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas du tout, parce que la notion de trait, elle est assez abstraite, un peu compliquée à comprendre, et ça nécessitait des mesures trop fines dans les conditions agricoles. Et donc avec Pablo Cruz, ils ont mis en évidence, ils ont utilisé les traits qui étaient pertinents pour rendre compte à la fois de la réponse aux pratiques culturales et du façonnement des processus
attendu pour les prairies, ils ont mis en place une typologie des espèces prairiales fondée sur les traits, donc en définissant 5 catégories d'espèces qui sont classées en fonction de leur vitesse de développement, qui est précoce ou tardif, et de leur vitesse de croissance, qui correspond soit à une conservation des ressources, soit à une acquisition des ressources. Et ils ont montré, dans de nombreuses études qui ont été réalisées notamment en Aubrac et dans les Pyrénées, que le pourcentage de représentation de ces deux types fonctionnels, qui correspondent aux espèces qui ont la vitesse de croissance la plus importante, permet de caractériser finement le type de prairie auquel on a affaire. Et c'est ce qui vous illustre cette diapositive, pour laquelle vous voyez qu'il y a une augmentation de la production de biomasse lorsque la proportion de type fonctionnel à vitesse de croissance rapide augmente, et que par contre, il y a une diminution de stockage de carbone lorsque la proportion de type fonctionnel à vitesse rapide de croissance augmente également. Donc toujours cette opposition entre les deux. Alors j'en viens à ma partie conclusive, qui est de montrer comment on peut utiliser ces notions pour favoriser le passage à la gestion. Et pour illustrer cette notion, j'ai choisi de vous présenter le cas de 3 exploitations, alors que j'appelle virtuelles, parce que bien sûr elles sont simplifiées à outrance. Et ces 3 exploitations, qui sont représentées ici dans les 3 figures, sont chacune constituées par 3 prairies. Alors, quand on se déplace pour chacune des figures ici, le long de l'axe des abscisses, ici de la gauche vers la droite, on a une augmentation de la proportion des types fonctionnels à vitesse de croissance rapide. C'est-à-dire que les prairies ici, qui sont des prairies, les prairies rouges, sont des prairies qui sont constituées majoritairement de type fonctionnel à croissance lente, et qui sont plutôt des conditions d'estive, qui permettent de subvenir aux besoins des génisses, alors que par contre ici, les bleus et les violettes sont des prairies très productives et qui correspondent soit à des prairies intensives de fauche ou qui permettent de subvenir aux besoins des vaches laitières. Et puis dans les conditions, donc ces prairies sont très différentes entre elles, dans ce cas-là, mais sont très homogènes en termes de composition floristique, puisqu'elles sont dominées par un seul type fonctionnel de plantes. Et c'est ce qui vous est représenté sur l'axe des ordonnées. Au bas de la courbe, ici, on a donc des prairies qui sont très homogènes en termes de composition floristique, alors qu'au sommet de la courbe, ici, on a des prairies qui sont très hétérogènes en termes de composition floristique. Et en particulier, donc, les parcelles vertes représentées là, c'est une parcelle dans laquelle on retrouve une uniformité de représentation des différents types de flore, à la fois avec certaines ayant plus une aptitude à conserver les ressources et d'autres plus à acquérir les ressources. Donc dans ce cas-là, on a une faible diversité entre les 3 prairies, mais une forte diversité entre les différentes prairies. Dans le cas de cette deuxième exploitation virtuelle, on a une diversité qui est continue entre les prairies, qui sont de variabilité intra-variable. Et puis ici, dans ce cas-là, on a une exploitation qui comporte 3 prairies qui sont très très similaires en termes de structure de végétation. Et pour regarder ce qu'on peut tirer de ces 3 exploitations, je vous invite donc à regarder comment on positionne chacune des parcelles sur cette relation qui a été établie donc, par l'équipe de Michel Duru entre le niveau de chargement en équivalent vaches par hectare qui peut être satisfait lorsqu'on fait varier le pourcentage de type fonctionnel A et B, donc c'est-à-dire le pourcentage de la végétation à forte vitesse de croissance dans la végétation. Donc on voit que la prairie rouge ici, en fait, elle ne permet de satisfaire les besoins que, comme je le rappelais tout à l'heure, que de génisses ou de vaches à l'estive, alors que dans le cadre de la bleue et de la violette, on est sur la satisfaction des besoins d'animaux qui sont beaucoup plus exigeants. Donc dans le cas de cette exploitation, en fait, on a une exploitation qui est un petit peu difficile à gérer puisqu'on a des choses qui sont très très contrastées. Mais par contre, l'intérêt de cette parcelle rouge, c'est de permettre en fait de différer, d'attendre, d'avoir un peu un stock d'herbe sur pied dont l'utilisation peut être différée. Dans le deuxième cas, on assiste on a les 3 parcelles qui sont beaucoup plus, qui se succèdent, qui occupent, j'allais dire, la partie haute du continuum, de la relation entre chargement potentiel et type fonctionnel de végétation. Et on a là en fait une continuité qui existe au niveau de l'exploitant pour pouvoir gérer au mieux son herbe en fonction des besoins de ses animaux.
Et le troisième cas correspond là également à trois parcs prairies qui ont des caractéristiques très très proches, qui également balayent une part de la relation que j'ai utilisée précédemment, mais sur un champ et sur une gamme de valeurs beaucoup plus courte, qui fait qu'en fait, dans cette situation, l'agriculteur a beaucoup moins de possibilités d'ajustement et d'adaptation que dans le cas précédent. Donc en conclusion par rapport à cet exposé, donc les deux idées principales que j'ai voulu présenter, c'est d'une part que l'identification des types fonctionnels permet de caractériser le potentiel de chaque prairie et de réfléchir la gestion au niveau d'exploitation. Et la deuxième idée importante à retenir, c'est qu'il existe donc des compromis, des synergies, des antagonismes entre services qui doivent être raisonnés à des échelles différentes de celles de la parcelle. Merci beaucoup pour votre attention. Troisième orateur, Monsieur Vincent Bretagnol. Merci. Merci donc de m'offrir cette opportunité de vous parler. Alors, dans la continuité des exposés précédents, je vais m'intéresser plutôt à l'échelle des territoires et des prairies dans l'ensemble du territoire et du paysage. Alors, je vais commencer par une petite introduction rapide qui fait écho un petit peu à l'introduction de Gilles Lemaire sur l'évolution récente de l'agriculture, notamment dans les pays occidentaux, qui se caractérise bien évidemment, vous le savez, par une intensification assez forte et qu'on matérialise très bien ici par l'évolution des rendements du blé en France entre 1820 et 2012, sur ce graphique 2011, avec notamment cette très très forte augmentation de la productivité du blé qui est évidemment étroitement associée à l'utilisation importante des intrants, azote, l'eau aussi, phosphore, mais également l'utilisation massive de pesticides. Ceci dit, quand on regarde ce graphique d'un peu plus près, on ne peut pas s'empêcher de constater qu'il y a un tassement des rendements de blé, notamment en France, depuis les années 95-2000, qui interroge quand même sur la durabilité de ce système, y compris pour le blé, sa durabilité environnementale et économique, puisqu'en fait l'agriculture, notamment dans ce type de système, repose sur des ressources qui sont non renouvelables, que ce soit le cas de l'énergie, du phosphore ou de l'azote, et qu'on constate également une baisse de la qualité des sols, qui est encore discutée aujourd'hui, mais aussi une baisse de la productivité du blé, et ce malgré les progrès d'amélioration génétique qui continuent malgré tout. Alors ça c'est du point de vue du blé. Du point de vue de la biodiversité, qui est le deuxième acteur de mon exposé, le constat il est également sans appel. Pratiquement l'ensemble des compartiments de la biodiversité est en déclin dans les agroécosystèmes intensifs, que ce soit la banque de graines sur la banque de graines ici au cours du XXe siècle en Angleterre, la quantité des abeilles et des ruches en Amérique du Nord entre 1940 et 2000, l'évolution des populations d'oiseaux, ici c'est le cas de la France, c'est l'alouette des champs, ou l'évolution des populations de papillons diurnes ici en Hollande. Vous voyez que c'est un déclin constant, malgré des efforts substantiels, puisque face au déclin de cette biodiversité, notamment dans les milieux agricoles, les politiques publiques européennes et nationales ont mis en place des mesures et des efforts de conservation très importants, par exemple les mesures agri-environnementales, et la mise en place de ces mesures n'a malgré tout rien changé. Vous voyez ici sur ce graphique, alors c'est une analyse mondiale, ce n'est pas seulement les milieux agricoles, c'est basé sur des centaines d'indicateurs, ça a été publié en 2010 dans la revue Science. Ici, c'est l'évolution des politiques publiques en matière d'indicateurs de réserves naturelles et d'espaces protégés entre 1970 et 2010, donc une augmentation très substantielle de cet effort international qui n'a pas été en mesure d'enrayer le déclin de la biodiversité. Là aussi, c'est basé sur plusieurs centaines d'indicateurs. Et la raison pour laquelle ces politiques publiques ont échoué jusqu'à maintenant pour enrayer le déclin de la biodiversité, c'est qu'en même temps, la pression sur les ressources naturelles, par exemple sur les ressources marines, sur le bois, cette pression n'a cessé d'augmenter au cours des 40 dernières années. Et donc, en réalité, ça se traduit très très bien à l'échelle de la planisphère. Si on prend un petit peu de recul, alors évidemment, ce sont des données reconstituées, ça c'est les grands types de milieux à l'échelle de la planète en 1700, où à l'époque l'homme utilisait à peu près 5% des terres émergées et la population mondiale était estimée à 650 millions d'habitants.
c'est essentiellement des milieux verts, donc des milieux naturels. Et voilà la même carte réalisée en 2000. Donc là, ce n'est plus des données estimées, ce sont des données réelles, bien évidemment. L'homme, cette fois, utilise à peu près 60% des terres émergées et la population humaine est estimée à 6 milliards. Enfin, pas estimée, elle est dénombrée à 6 milliards d'habitants. Donc le véritable défi auquel on fait face aujourd'hui, ça va être de diminuer, d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue durabilité, ça va être de diminuer la pression humaine sur les écosystèmes. Et en particulier dans le cas de l'agriculture, et de l'agriculture productiviste, qui donc n'est pas durable du point de vue environnemental, du fait de la dégradation des écosystèmes qu'elle engendre, ça se traduit par une demande sociétale qui est forte, non seulement envers les agriculteurs, en matière de réduction de dépendance aux intrants, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs publics, des ONG, des citoyens, sur des problématiques très variées, qui incluent également la santé. Et on en a vu une illustration assez concrète en 2007-2008, avec l'émergence du plan Ecophyto 2018. Alors le dernier point de cette introduction que je voulais mentionner, c'est que ces enjeux sont aujourd'hui à l'échelle des territoires et non plus à des échelles plus petites. D'abord parce que les problématiques environnementales, que ce soit en matière de pollution, de cycle de gaz à effet de serre, d'eau, de biodiversité, sont des problématiques territoriales, à des échelles supra-parcellaires et supra-exploitation. Du point de vue des politiques publiques et des acteurs, ce sont aussi des enjeux territoriaux, la problématique des biens communs, la problématique des services écosystémiques, la problématique de l'action publique aussi, qui avec l'échelle des territoires dispose de nouveaux leviers pour gérer l'hétérogénéité dont on parlait en introduction, à travers ou non des aménagements fonciers. La recherche également dispose aujourd'hui de problématiques renouvelées à l'échelle des territoires, j'en dirai un mot tout à l'heure, et ça amène vers un changement de paradigme au niveau des recherches en agronomie et en écologie, qui est de s'orienter vers une agroécologie, ce que j'ai appelé, mais je ne suis pas tout seul, une agroécologie des territoires. Alors pour réaliser ce type de recherche, il faut quand même disposer de dispositifs adéquats, et il en existe, la France a cette chance, à mon sens. Je vais donner un exemple, et il y en a d'autres. On a entendu parler des ORE, qui sont un de ces types de dispositifs. Là, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les zones ateliers, qui sont des territoires, des anthroposystèmes. Il en existe actuellement 12 en France, dont 6 d'entre elles, qui sont listées ici, s'intéressent très spécifiquement à la problématique agricole. Et il y a eu tout récemment un colloque de restitution sur les recherches menées dans les zones ateliers, auquel j'ai participé. Donc les zones ateliers, c'est un dispositif de recherche interdisciplinaire, territorialisé à long terme. La plus ancienne zone atelier, qui est le Pyrénées-Seine, doit avoir maintenant 40 ans, si je ne m'abuse. Et les problématiques de recherche sur ces zones ateliers, ou presque 40 ans, portent sur les relations entre l'environnement et la société. Alors c'est aussi caractérisé par des recherches multidisciplinaires, qui associent évidemment des chercheurs, mais aussi des citoyens, des agriculteurs, des syndicats, des collectivités. Et ce sont des dispositifs qui s'intéressent à la fois aux dynamiques écologiques, mais aussi aux dynamiques sociétales, à travers l'utilisation des terres et les changements d'usage. Et donc ce sont de véritables socio-écosystèmes, parce qu'on y étudie le couplage entre les sociétés et les écosystèmes. Alors je vais prendre quelques exemples empruntés à la zone atelier que j'anime moi-même, qui se situe dans le sud du département des Deux-Sèvres, qui s'appelle la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, qui est une zone atelier de relativement grande dimension, puisqu'elle fait 450 km², et sur laquelle, entre autres, on relève l'occupation agricole de chacune des 19 000 parcelles, et ce depuis 20 ans. Maintenant, on va rentrer dans notre 21e année, ce qui donne un regard quand même historique assez intéressant sur l'évolution de l'occupation des sols. Bon, il se trouve en plus que cette zone atelier est pour moitié désignée dans le cadre du réseau Natura 2000, parce qu'il y a des objectifs de conservation à travers des espèces patrimoniales majeures qui ont été reconnus par l'Europe et par la France. Donc comme toute zone atelier, c'est un dispositif de recherche multidisciplinaire, et le principal objectif scientifique qu'on s'est donné sur cette zone atelier, c'est de concilier agriculture et environnement, et notamment en réinsérant des prairies dans ce milieu qui est caractérisé par la céréaliculture intensive. Alors on l'a déjà longuement évoqué à travers l'exposé de Marie-Laure Navas, on recherche dans l'agriculture, mais tout particulièrement dans les prairies, la notion de multifonctionnalité. Et ça passe par des questions qu'on se pose et qu'on essaie de résoudre actuellement sur le type de prairie qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'il faut qu'elle soit semée, qu'elle soit pérenne, qu'elle soit linéaire ou surfacique? Quelle composition spécifique en matière de plantes recherche-t-on? Quelle composition fonctionnelle?
Des prairies, pourquoi faire? Est-ce que c'est de la production agricole ou est-ce que c'est l'utilisation d'autres services écosystémiques, ce qui passe par des définitions un peu précises des cahiers des charges en matière de fertilisation, de fauche, de pâturage? Il faut aussi éventuellement identifier et quantifier les compromis entre tous ces services. On en a vu plusieurs exemples auparavant. Se pose également la question de la quantité de ces prairies. On est dans un système céréalier intensif. Est-ce qu'il faut 10% de prairies, 20% de prairies, 30% de prairies? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse à ces questions pourtant majeures. Est-ce qu'il faut que ces prairies soient plutôt distribuées de manière linéaire avec d'éventuels effets de seuil ou non? Est-ce qu'elles doivent être distribuées de manière agrégée? Est-ce qu'on peut attendre la complémentarité spatiale entre prairies ou entre prairies-culture? Vous voyez, il y a une foultitude de questions qui se posent aujourd'hui aux écologues et aux agronomes du territoire qui nécessitent de l'expérimentation. Et cette expérimentation, c'est exactement ce que les zones ateliers permettent. Et je vais donner donc 2 ou 3 exemples de ces expérimentations qu'on réalise depuis maintenant une vingtaine d'années. Le premier cas expérimental, c'est de la manipulation à l'échelle des paysages en réinsérant des prairies à grande échelle. Et ça a été possible grâce à un outil de l'action publique que sont les mesures agri-environnementales. Ça a d'abord été les CTE, puis les CAD, aujourd'hui ce sont les MAE. Il se trouve que comme c'est une zone Natura 2000, nous avons accès à ce type d'outils et je suis personnellement l'animateur de ces mesures agri-environnementales sur cette zone Natura 2000. Et on a eu un certain succès puisque actuellement on a à peu près 10 000 hectares contractualisés en MAE sur les 45 000 de la zone atelier, c'est-à-dire pratiquement un quart de la superficie est sous contrat. Vous voyez ici l'évolution de ces superficies entre 2005 et 2011. Toutes les parcelles en couleur font l'objet d'un contrat agri-environnemental entre l'exploitant et l'État. Il y a plein de types de contrats agri-environnementaux, il y a de l'agriculture biologique, de la réduction de phyto, de la réinsertion de prairies, et ainsi de suite. Ce que je voulais vous montrer ici par rapport à la problématique prairie, c'est que la mise en place de ces contrats a permis de modifier de manière substantielle les paysages agricoles, puisqu'on voit sur ce graphique l'évolution des surfaces en prairie entre 1995 et 2012, et vous voyez notamment qu'à partir de la mise en place des MAE, donc dans les années 2005-2007, on a augmenté pratiquement de 50% à l'échelle de l'ensemble du territoire la superficie des prairies. Ce sont les prairies qui sont ici en rouge, qui sont soit des contrats sur des luzernes, soit des contrats sur des prairies à base de graminées. Et donc ça nous a non seulement permis d'augmenter, de modifier les paysages, mais ça nous a permis aussi d'enrayer le déclin d'une espèce emblématique qui était l'objet de ces contrats à l'origine, qui s'appelle l'outarde canepetière, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans cette même salle il y a un certain nombre d'années, où on a complètement inversé, grâce à la mise en place de ces contrats agri-environnementaux, l'évolution de la dynamique des populations de cette espèce, qui était en déclin très prononcé entre 1995 et 2004, et qui a recouvré pour une grande partie ses effectifs à la suite de cette mise en place. Alors vous allez me dire, c'est des corrélations, je vous montre des graphiques, des histogrammes de prairies, des histogrammes d'outardes. On a été beaucoup plus loin dans ce cas de figure précis, on a décrypté les mécanismes écologiques par lesquels l'insertion de ces prairies a permis le recouvrement des effectifs de cette espèce. Je ne vais pas trop le détailler, mais en fait c'est une chaîne. Les prairies sont à la base des milieux trophiques avec les végétaux. Et on voit ici par exemple que la diversité en nombre d'espèces de plantes dans les prairies est à peu près le double quand on n'utilise pas d'herbicides ou quand on est en MAE sans herbicide par rapport à des prairies, des luzernes en l'occurrence, conduites de manière conventionnelle. Et ça a un effet dramatique sur les populations de criquets qui sont des insectes herbivores. On voit que plus on augmente la richesse en plantes dans les prairies, plus on augmente l'abondance des criquets. Et ces criquets sont un déterminant majeur de la productivité des poussins, de la fécondité de cette espèce d'oiseau qui s'appelle l'outarde canepetière. On a une réponse numérique positive très claire entre la quantité de criquets présents et le nombre de poussins qui sont élevés sur la zone atelier. Donc, fort de ces résultats, on a mis en place un gros effort de contractualisation de ces prairies, dont on voit le résultat ici en quantité, en proportion de luzerne. Et c'est ça qui nous a permis d'inverser donc les tendances démographiques sur cette population d'outardes. Alors, les prairies ont aussi un effet important, je vais l'évoquer très rapidement, sur la biodiversité qualifiée d'ordinaire. Je vous ai parlé des outardes, c'est une espèce patrimoniale, mais on travaille aussi sur d'autres espèces d'oiseaux comme les alouettes. Les alouettes ont enregistré un déclin très important à l'échelle de l'Europe et de la France. Et on a montré également que la mise en place de ces prairies, à travers les mesures agri-environnementales, provoquait des réponses positives en matière d'abondance et de dynamique des populations de ces petites espèces de passereaux, mais avec des phénomènes complexes que je vais quand même vous décrire brièvement. Vous voyez par exemple ici la réponse de l'abondance de l'alouette des champs à la quantité de prairies dans un rayon d'1 kilomètre autour du point d'écoute. Et vous voyez que cette réponse, elle est quadratique
l'effet prairial est positif jusqu'à une certaine quantité de prairies dans ce cercle d'1 kilomètre, et puis il devient négatif. Et on observe le même type de réponse complexe et quadratique et même interactive sur une autre espèce de passereau. Je ne vais pas les détailler. Regardez juste les modélisations issues de sortie des modèles. L'axe Z des ordonnées, c'est l'abondance du passereau auquel on s'intéresse. Et les deux axes X et Y, ce sont des quantités de prairies dans le rayon d'1 kilomètre. Et vous voyez ici, par exemple, que selon qu'on s'intéresse à des MAE qui sont sur des prairies ici ou sur des cultures ici, on observe des comportements de la population de cette espèce qui sont radicalement différents. On voit aussi que selon qu'on mesure la quantité de prairies dans un rayon de 200 mètres ou dans un rayon de 400 mètres, on a là encore des effets interactifs tout à fait différents sur cette espèce. Et on voit ici, pour une seule mesure qui est la mesure agriculture biologique, que si on s'intéresse à la dimension spatiale, c'est-à-dire la quantité dans le rayon d'1 kilomètre, ou à la dimension temporelle, c'est-à-dire depuis combien de temps les parcelles sont en agriculture biologique, on observe là encore des effets interactifs entre le temps et l'espace. Donc tout ça, c'est pour dire que la problématique prairie dans le territoire est une problématique évidemment importante et cruciale même pour la biodiversité, mais que les effets sont complexes, non linéaires et bien souvent interactifs. Alors juste un petit point, puisque là je vous montre quand même qu'on est dans une perspective de conservation qui a des effets positifs de la prairie sur la biodiversité, qui a des effets positifs de la mise en place du réseau Natura 2000, des effets positifs des mesures agri-environnementales, que c'est mis en place à l'échelle de la France depuis maintenant pratiquement 15 ans. Pourquoi est-ce que ces espèces qui font l'objet de ces mesures, comme l'alouette des champs, sont toujours en train de décliner? La réponse en fait elle est très simple et elle est quantitative. L'occupation du sol en France, c'est principalement des terres agricoles pour à peu près 5% de la superficie du territoire national. Et les terres arables contribuent à peu près pour la moitié, c'est-à-dire qu'il y a environ 30% de la France qui est couverte par des terres arables. Ici, ce sont les données Corinne Landcover. Si maintenant je m'intéresse aux outils de l'action publique en matière de protection, donc les zones de protection spéciale, les ZPS, en France, c'est à peu près 8% de la superficie du territoire national. Et pour ce qui est des terres arables, ça recouvre en réalité à peu près un peu moins de 4% de l'ensemble des terres arables. Et l'alouette des champs, dont on connaît assez bien la taille des populations et la distribution en France, n'est présente qu'à hauteur de 2,15% de sa population totale française dans ce réseau des ZPS, terres agricoles, terres arables. Et donc c'est tout simplement la raison pour laquelle ces mesures sont actuellement inefficientes. Elles sont inefficaces aux échelles nationales et européennes parce que pour qu'elles soient efficaces, il faudra un effort financier et surfacique absolument considérable. Et c'est sans doute pourquoi la biodiversité continue à s'effondrer dans les agroécosystèmes malgré des efforts de conservation importants. Et ça m'amène à la dernière partie de cet exposé, c'est que finalement quand on s'intéresse à la mise en place, sur la conclusion, sur la mise en place de ces prairies dans les agroécosystèmes céréaliers, il y a un outil d'incitation économique qui sont les mesures agri-environnementales dont les résultats sont positifs mais le dispositif est limité. Et donc on s'est intéressé à une autre voie qui est celle de espèce d'auto-organisation. C'est des prairies qui échappent, qui sortent de la filière de l'action publique. On est en train de mettre en place une filière courte de luzerne en collaboration avec une coopérative agricole, en faisant considérer par les agriculteurs et la coopérative la luzerne comme un bien commun. Alors les intérêts évidemment entre les naturalistes et les agriculteurs d'une coopérative sont assez divergents vis-à-vis de l'image et de la place de la prairie. Mais l'objectif de ce programme, c'est justement de mettre en place une alternative aux politiques publiques. C'est un programme qui s'appelle Prairie-Nove et on travaille donc depuis 3 ans avec cette coopérative pour mettre en place cette filière courte entre des céréaliers et des éleveurs à travers le maillon intermédiaire qu'est la luzerne et la recherche de nouveaux itinéraires techniques, d'une configuration territoriale et spatiale adéquate. Et également, on est à la recherche des règles de gouvernance qui permettent la mise en place de ce type d'outils. Je vais passer et je vais aborder ma dernière diapositive, la diapositive de conclusion. Donc à propos de l'agroécologie des territoires, donc on vise en fait un double objectif. C'est dans un contexte économique explicite, on utilise les concepts de l'écologie en travaillant avec les acteurs et pas seulement les agriculteurs. C'est une agroécologie qui est déclinée à l'échelle des territoires, ce qui permet un nouveau type de recherche à grande échelle et expérimentale. Et on a une hypothèse de travail majeure quand même dans ce type d'agroécologie, c'est que la biodiversité pourrait compenser la réduction de la dépendance aux intrants chimiques
Alors du point de vue de l'agriculture, parce que ça permet par exemple d'assurer un meilleur contrôle biologique, ça permet aussi d'améliorer la fertilité des sols et la pollinisation, mais il y a également un intérêt plus global, sociétal, plus général pour la société, puisque ce type de service lié à la biodiversité permet de garantir et de fournir d'autres services. Et donc c'est comme ça qu'on peut se permettre peut-être de relever des défis agroécologiques sans perte de rendement, notable en tout cas, sans affecter le revenu, ça c'est à peu près acquis, parce que les coûts agricoles sont réduits, et avec bien évidemment une meilleure balance environnementale au niveau des territoires. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je remercie Jeanne Zimmer pour cette invitation. Bon, alors, il y a un dernier exposé. Donc messieurs et mesdames, je n'ai pas de diapositive pour remercier Gilles en fin d'exposé, donc je le fais dès le début, pour m'avoir convié à participer donc, dans cette série d'exposés sur la prairie. Alors, je vais donner un regard un peu différent des trois précédents sur la prairie, c'est-à-dire qu'il y a une autre fonction que la prairie doit couvrir dans des zones de production assez intensives, qui est la production. Et on peut être frappé de la masse de travaux qui se font et qui démontrent les intérêts, on va dire au sens large, écologique de la prairie. Et pendant ce temps-là, les surfaces en prairie continuent de s'éroder, plus ou moins vite. Ce qui veut dire que quelque part, il y a des freins côté des éleveurs pour maintenir la prairie ou pour l'utiliser. Alors si on fait un tour d'Europe et de France rapide sur la prairie, d'abord c'est une occupation des surfaces qui est majeure au niveau des territoires, avec des grandes diversités en Europe. 67 millions d'hectares, les prairies en Europe, 40% de la SAU. 85 des prairies sont des prairies, on va dire, permanentes au sens administratif du terme, donc des prairies qui ne sont pas retournées depuis 5 ans ou plus. Ça fait vivre un peu plus de 5 millions d'agriculteurs, 78 millions du GB et 25% de la population, de la production agricole européenne est liée à la prairie. Malgré tout, il y a une forte érosion de la prairie qui se retrouve dans tous les pays, assez proportionnelle. Si on prend la France, on a perdu à peu près 4 millions d'hectares de prairies depuis une quarantaine d'années. Dans l'Europe assise, on va dire l'Europe historique, c'est 7 millions, c'est 30% des surfaces en fait, avec des exceptions notables, hein, notamment l'Irlande, l'Angleterre, qui d'ailleurs, pour l'Irlande, sont des pays qu'on peut qualifier de très compétitifs pour la production de lait et de viande. Hein. Alors, quel est le souci derrière ça? C'est qu'on a bien vu dans les exposés précédents, donc à travers que la prairie fournit des biens et des services, régulation des populations d'adventices, recharge en eau des nappes, bon ça n'a pas été trop illustré aujourd'hui, enfin il y a eu un petit diapo de Abad qui le montrait, l'écouplage des cycles carbone-azote, j'y reviens pas, ça a été très bien exposé, la fertilité des sols, la préservation de la biodiversité, je crois qu'il y a une erreur sur le diapo là, et puis conservation de la qualité des sols, durabilité des sols, et c'est en plus un mode privilégié d'occupation des sols dans bien des territoires. Alors évidemment, tous ces rôles de la prairie sont globalement d'autant plus importants que la prairie est présente sur de longues périodes sur les territoires, depuis des cultures fourragères qui sont présentes que quelques mois, la prairie temporaire quelques années, la prairie permanente améliorée qui est une prairie permanente fertilisée, qui peut être celle des Irlandais par exemple, les prairies moins intensives semi-naturelles et jusqu'au long des parcours. Malheureusement, derrière ça, les données statistiques pour caractériser tous ces types de prairies sont très peu fiables au niveau européen. Il y a des bases de données, Eurostat, FAO, elles ne donnent pas les mêmes chiffres. Toutes ces classifications de prairies, qui est pourtant assez minimaliste pour des spécialistes en écologie, ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a prairie temporaire, prairie permanente, plus ou moins de 5 ans. Donc vous voyez que c'est un peu drastique. Le problème, c'est que plus on garde une prairie longtemps, plus on a sûrement des services, mais en général, moins elle est productive. Donc il faut essayer de concilier tout ça. Et je rappelle la conclusion de Bernard Chevassier-Louis qui montrait que détruire des prairies de longue durée, ça coûtait quelque part 600 € par hectare à la société. Donc c'est important. Malgré tout, la prairie est quand même un peu soutenue par la politique agricole, même avec des tendances quand même qui s'affirment progressivement au fil du temps. Avec la PAC 92, bien sûr, l'aide aux céréales, ça n'a pas été un bon coup pour la prairie, mais en même temps, la France a demandé et obtenu une prime au maintien des systèmes extensifs. Alors bien sûr, ce n'était pas au même niveau que les primes pour les céréales et l'ensilage maïs, mais ça a quand même concerné 5 millions d'hectares. L'agenda 2000 a vu apparaître la prime herbagère agro-environnementale, qui était déjà plus centrée sur la prairie.
Le bilan de santé en 2008, là, c'est ce qu'on appelle la réforme Barnier. Il y a eu vraiment une redistribution au profit des prairies permanentes et en particulier distribution des prairies permanentes et des zones un peu en situation difficile. Et puis, il y a surtout eu la conditionnalité des primes au non-retournement des prairies. Et puis la PAC 2013 qu'on est en train de vivre réaffirme encore ce soutien aux prairies permanentes avec une convergence des aides, avec une revalorisation de la PHAE et puis toujours le maintien de cette conditionnalité des primes ou non-retournement des prairies. Paradoxalement, enfin ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais on peut constater qu'il y a eu peu de soutien sur les prairies en rotation, donc dans les zones de plaine. Alors autant on va dire la prairie des zones difficiles est un peu sanctuarisée aujourd'hui, alors on peut toujours dire c'est pas assez, il faudrait faire plus, mais il y a quand même des choses. Autant sur la prairie qui est en rotation, elle est vraiment pas trop soutenue. Il y a des MAE, on a vu quelques exemples juste devant moi. Il y a la MAE SFEI dans l'ouest de la France qui concerne pas mal de surface, mais qui correspond quand même à des montants financiers relativement modestes. On va voir ce que vont faire les MAE système qui s'annonce. Globalement, quand même, cette conditionnalité des primes a conduit à sanctuariser un peu les surfaces en prairies permanentes à l'échelle européenne, y compris en France, avec quand même, quand on regarde de près les statistiques, des différences entre régions, et notamment une diminution encore des prairies dans les zones de plaine, moins 15% en Normandie et Pays de Loire en 10 ans, et actuellement l'INRA est sollicité notamment par un département comme l'Orne, où les responsables politiques du département s'inquiètent de la vitesse à laquelle les prairies sont retournées en ce moment, en prévision de la sortie des quotas laitiers notamment. Donc voilà, problème des risques liés aux quotas et à la révision des normes Corpen de rejet des vaches laitières qui agite aussi le monde agricole des systèmes herbagés un petit peu intensifs. Alors, et pourtant, la prairie, elle a beaucoup d'attraits, y compris pour la production. Donc, dans le cadre du rapport que Marion Guillou a fait sous la commande du ministère de l'Agriculture et du rapport que la direction scientifique de l'INRA a fait sur les demandes au commissariat général à la stratégie et à la prospective, on a étudié un peu quels pouvaient être les systèmes agricoles de demain. Alors là, je vous donne un exemple qui est bien sûr lié à la prairie. Bon, j'ai pris l'exemple des vaches laitières, on aurait pu faire avec des troupeaux allaitants. On a caractérisé en fait les performances, un peu plus de 200 pratiques qui peuvent être utilisées, 200 pratiques qui peuvent être utilisées par les agriculteurs, alors dans tout type de spécialisation, production animale, lait, vache, porc, volaille, céréaliculture, arboriculture. Et là, j'ai essayé de... Et donc, on a regardé pour ces 200 pratiques quelles étaient leurs performances sur 35 critères économiques, utilisation des ressources non renouvelables, durabilité, donc mesure au niveau du sol, au niveau des émissions vers l'environnement, bien-être des animaux quand il s'agissait d'animaux. Et quand une pratique avait un effet positif sur un critère, c'était noté +1, un effet franchement négatif, c'était -1, et puis quand l'effet pouvait être plus ou moins selon les situations dans lesquelles la pratique est utilisée, on mettait plus ou moins, ce qui fait une certaine marge d'incertitude en fait. Et c'est ce qui se traduit sur ce graphique par des points qui sont parfois larges et parfois étroits. Et puis, on regarde ce qui se passe donc, par rapport à un cercle central, qui est le cercle noir, on regarde ce que fait le système. Alors ici, on a reconstitué un système, on va dire, un peu MAE-SFEI, mais une MAE-SFEI quelque part optimisée par d'autres pratiques qu'on sait pouvoir être importantes en termes de rentabilité ou pour l'éleveur. Alors la première chose, c'est bien sûr les choix génétiques animaux. Donc, on va dire ici, c'était accroître la robustesse des animaux, donc avoir des animaux qui soient plus fertiles que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, ça peut être changer de la Holstein à la Normande dans un troupeau. Et puis sur les conduites de l'alimentation, bien sûr accroître la part des prairies dans la SAU de l'exploitation, ce qui veut dire en contrepartie diminuer les surfaces en culture d'exploitation, puisque la surface d'exploitation est supposée constante, diminuer le chargement sur cette surface en herbe, introduire des mélanges multi-espèces qui sont censés être plus productifs que des graminées si on réduit le niveau de fertilisation de façon importante, accroître la pratique du pâturage pour avoir moins longtemps les animaux à l'intérieur et plus longtemps au pâturage pour réduire les coûts, améliorer la qualité nutritionnelle des fourrages conservés en travaillant les techniques de collecte des fourrages, et puis sur la conduite des troupeaux, garder les vaches plus longtemps. Et vous voyez que globalement, sur à peu près tous les critères mesurés, ce système-là améliore les choses. D'abord en termes de quantité produite,
Comme on a des animaux de race un peu plus mixte, eh ben on fait de la viande en plus du lait, donc en termes de revenus pour le troupeau, ça peut être intéressant. On améliore la qualité des produits parce qu'on a des produits plus riches en acide polyinsaturé du fait qu'on a la présence d'herbes. On réduit beaucoup les coûts variables de production, donc on augmente le profit, la valeur ajoutée. On ne change, il n'y a pas d'investissement, donc on ne change pas l'état de dette ou de remboursement de l'exploitation. Les gros effets de ces systèmes-là, c'est on réduit les consommations d'énergie directes, on réduit les consommations d'énergie directe parce qu'il y a beaucoup moins de concentré dans le système distribué aux animaux, on utilise moins d'eau parce qu'on a des fourrages plus aqueux, donc il y a moins d'eau au moins sur la boisson des animaux, on réduit l'utilisation des phosphores, avec plus de prairies, on a des atouts sur les aspects compaction du sol, érosion, émissions de traces métalliques, il n'y a pas grand-chose avec ce système-là. Évidemment, et ça vous a été montré par Rabat tout à l'heure, on a des effets quand même globalement qui vont dans le bon sens sur les émissions de nitrates, le ruissellement du phosphore. Utilisation de produits vétérinaires, c'est plutôt positif, mais bon, on a mis plus ou moins à certains critères parce qu'il y a les aspects parasitisme du tube digestif. La prairie stockant du carbone, en principe, on a une réduction des émissions de gaz à effet de serre et parce qu'on utilise aussi moins de concentré. Les émissions d'ammoniac sont plutôt un peu réduites du fait du pâturage, mais si l'éleveur reste longtemps, ces animaux un peu à l'auge, l'hiver, il y a des émissions d'ammoniac dans le bâtiment plus importantes avec les systèmes herbes, d'où un système qui est un peu plus ou moins ici. Les émissions d'odeur, il n'y a pas d'effet. C'est plutôt un système qui a... on est dans des zones, on va dire ici, intensives, donc sur les aspects surface semi-naturelle, biodiversité, il n'y a pas grand-chose avec ce système-là, a priori. Par contre, on améliore à la fois la qualité, enfin, en tout cas, on réduit le temps de travail de l'éleveur du fait de la présence du pâturage, et on améliore le bien-être animal. Donc, vous voyez, avec une approche un peu holistique comme ça sur un système de production, on peut avoir une vision de qu'est-ce que pourrait faire l'accroissement de la part d'herbe dans un système laitier, toute performance mise en perspective. Alors derrière ça, on dit bah oui c'est très bien tous ces systèmes, ils vont avoir plein d'atouts, mais malgré tout ils ne sont pas très utilisés, donc il y a des freins techniques et puis il y a des freins, on va dire, sociologiques un petit peu. Alors première chose, c'est on voit bien il y a des défis à relever pour la recherche. Alors je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit avant moi, je rajoute simplement des choses en termes de production, de productivité de ces surfaces. D'abord, la première chose, c'est de travailler sur la valorisation de toute l'herbe qui est produite. On a, je pense, une vision biaisée de la productivité des prairies parce que l'herbe pousse et on ne la récolte pas. Notamment, il y a beaucoup de travaux maintenant qui se font chez nous en France, mais aussi dans d'autres pays, sur l'extension des saisons de pâturage, où on gagne 2-3 tonnes de matière sèche par hectare. Donc en fait, la prairie, c'est pas 7-8 tonnes dans certaines zones, c'est 10 ou 11. Donc il y a des travaux à faire sur la gestion du pâturage, sur la récolte des fourrages. C'est étonnant que depuis pratiquement l'apparition des ballerons d'engrubanés, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, il n'y a pas eu d'innovation dans le secteur de la récolte des fourrages. Deuxième grand axe de travail sur ces aspects productivité, en essayant de concilier productivité et production de biens et services environnementaux, c'est d'accroître la productivité des prairies et favoriser l'autonomie des exploitations sans en recourant aux légumineuses et donc en réduisant les engrais azotés. Et là, les travaux actuellement se font, c'est beaucoup autour des prairies multi-espèces, associant 2 ou 3 espèces de graminées, 2 ou 3 espèces de légumineuses. Donc je coordonne un projet européen qui est typiquement sur cette thématique-là, c'est Multisoir. Troisième enjeu, c'est accroître la résilience des systèmes face aux évolutions climatiques et puis alors, en jouant sur la complémentarité entre les prairies, sur la complémentarité des espèces dans une prairie ou des associations d'espèces. En jouant là aussi sur les grandes légumineuses qui ont une certaine aptitude à résister à la sécheresse, les petites légumineuses plus aptes à résister à des températures un peu plus élevées. Et puis il y a toutes les recherches qui se conduisent notamment en ce moment à Lusignan sur des fourrages alternatifs, des fourrages cultivés en dérobé qui peuvent fournir aussi des fourrages à bon marché pour nourrir les animaux, petits et grands ruminants. Et puis le dernier point, c'est accroître la production des services par la prairie. Donc il y a globalement quand même, même si les résultats pour l'instant de Lusignan présentés par Rabat ne montrent pas les flashs massifs d'azote qu'il y a au moment des retournements des prairies, il y a quand même d'autres résultats, notamment en Bretagne, qui montrent qu'une prairie qui reste en place que 3 ou 4 ans n'a pas forcément un bilan azote très, très intéressant en termes de risque de fuite de nitrate ou de fuite de nitrate mesurée. Et la courbe vous montre ici que plus la prairie reste longtemps, plus c'est intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, les éleveurs, ils ne gardent pas leur prairie 5, 6 ou 7 ans, même si génétiquement les plantes permettraient de maintenir une productivité, tout simplement parce qu'au bout de 5 ans, ils n'ont plus le droit de la retourner, donc ils retournent avant. Donc là, il y a un problème de politique européenne. Et puis dernier point, c'est qu'il faut qu'on change la perception de l'herbe par les éleveurs
C'est ma diapositive de conclusion. La première chose, c'est de changer cette vision que l'on a de la productivité des prairies. On s'en arrête encore trop souvent au fait, la prairie, c'est pas forcément très productif en termes de tonnage de matière sèche à l'hectare. Je vous ai représenté ici les résultats d'un hectare d'herbe, qui est déjà pas mal, 8 tonnes de matière sèche valorisée. Bon, en gros, on va y mettre 1,4 vaches laitières sur l'année, sur cet hectare, en termes d'énergie. Par rapport à ça, évidemment, les éleveurs, ils raisonnent 1 hectare d'ensilage de maïs, 13 tonnes de matière sèche valorisée dans le même milieu, ça va faire 2,3 vaches laitières à l'hectare. En oubliant que pour nourrir ces 2,3 vaches laitières par hectare, il faut importer du tourteau de soja. Et qu'en moyenne, chaque fois qu'on met 1 hectare d'ensilage de maïs, on importe 0,8 hectares de soja. Et qu'au bout du compte, ces deux systèmes, à l'échelle planétaire, il faut la même surface pour produire la même quantité de lait. C'est une simulation ici faite avec une vache à 7000. Donc, la prairie, elle fournit un fourrage qui est équilibré en énergie et en azote. Il ne faut pas l'oublier. Deuxième point, c'est le rôle crucial que doit avoir la formation pour changer la vision de la performance. Globalement, dans la tête des élèves aujourd'hui, des étudiants, les systèmes prairiaux qui valorisent de l'herbe sont des systèmes plutôt jugés passéistes, c'est plutôt les systèmes du grand-père. Nous, on est moderne, on a plutôt des systèmes très, très mécanisés, très intensifs et plus sécurisés. Et donc, derrière ça, il y a encore dans le culte qu'il y a en France sur la performance individuelle des vaches ne pousse pas les gens à aller vers la prairie. Dans d'autres pays qui ont développé des systèmes très pâturants, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, le culte de la performance, c'est combien je fais de matière utile par hectare. C'est pas du tout combien j'en fais par vache et par an. Et ça a complètement changé les systèmes, en fait. Et puis, il y a le manque de formation et d'outils pédagogiques derrière ça. Donc, un rôle fondamental pour la recherche et la R&D autour du conseil. Et puis, il y a à réfléchir sur le rôle des politiques publiques pour reconnaître explicitement les services rendus par la prairie. Est-ce qu'on a une rémunération par la puissance publique via le second pilier de la PAC, mais c'est quand même des montants qui restent modestes, ou est-ce que c'est par le marché? Et l'exemple qui vient d'être cité juste avant moi là, de la coopérative qui fait de la luzerne, c'est vraiment recréer un marché pour finalement faire un peu du business finalement en cumulant les avantages agroécologiques de la prairie et sa productivité. Voilà. Merci. Bien, bon, alors oui, je suis assez d'accord avec la dernière remarque. Le problème, c'est que toutes les forces du marché vont exactement à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire. Donc, ça mériterait d'être examiné plus à fond. Alors, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions, donc j'ouvre la discussion. C'est une question qui s'adresse un peu à tous les orateurs, d'ailleurs, en fait. Je me posais la question des bénéfices respectifs des prairies permanentes par rapport aux prairies temporaires insérées dans une rotation. Je m'explique. Pour un territoire donné de grande culture, qu'est-ce qui serait le mieux du point de vue à la fois des avantages en termes de stockage de carbone organique du sol, de limitation du lessivage d'azote, de bénéfices sur la biodiversité? Est-ce qu'il vaut mieux implanter des surfaces, remettre en prairie un certain nombre de surfaces, en prairie permanente, ou modifier les rotations en insérant des prairies temporaires dans ces rotations? À surface égale de prairies implantées, quel est le bilan respectif de chaque solution? Écoutez, je vous demande pardon, mais comme on n'a pas tellement de temps là, avec les 4 exposés, on est un peu pris. On va prendre 2 ou 3 questions avant de. Oui, jamais. Oui. Autre question. Tout le monde me connaît. Ah, pour la caméra. Bon, ma question, c'est sur l'échelle en fait de la diversité. J'ai bien compris l'apologie de la recherche de la diversité, mais comme l'avant-dernier conférencier l'a dit, finalement la pression des systèmes humains sur l'ensemble, milieux naturels et milieux cultivés, c'est que les milieux naturels sont énormément détériorés déjà par l'humain. Et si on extensifie un tant soit peu la production sur les sols agricoles, on va encore diminuer les surfaces naturelles qui contiennent beaucoup plus de biodiversité que les surfaces cultivées. Et donc,
pour moi, la réponse serait plutôt au niveau de la diversité dans une recherche vraiment. Quelle est l'échelle pertinente de recherche de la diversité? Est-ce que c'est la parcelle? Est-ce que c'est l'exploitation? Est-ce que c'est plutôt le territoire, mais pris dans son sens large, en privilégiant une agriculture plutôt productive pour que les milieux naturels soient le plus amples possible? Parce que c'est probablement là, et dans la continuité de ces milieux naturels, qu'on générera le plus de biodiversité. Parce que rechercher de la biodiversité dans un milieu par définition cultivé, ça me paraît un peu être une gageure. Dernier élément de ma question, la biodiversité pour moi c'est pas forcément la diminution d'une espèce. C'est la diminution d'une espèce quand ça devient irréversible. Parce que dans mon jardin, ça m'arrive de voir des espèces pendant 3 ou 4 ans disparaître, et puis elles réapparaissent. Et c'est pas pour autant. Mon jardin est bio. Je ne mets aucun engrais, etc. Donc je veux dire, c'est pas pour autant que, parce qu'elle disparaît pendant 3 ou 4 ans, la biodiversité diminue. Bien, on va encore prendre une question, oui. Non. Alors Serge Muller, je suis correspondant de l'Académie d'agriculture, Université de Lorraine. J'ai été fort intéressé par ces 4 exposés, assez différents dans leur contenu, et chacun justifierait une discussion assez approfondie. Bon, malheureusement, nous n'avons pas le temps, mais globalement, c'est quand même un plaidoyer pour la prairie ou pour les écosystèmes prairiaux. Je suis un écologiste, donc on peut voir la prairie, c'est avant tout un agrosystème, donc un système qui a une fonction de production agricole, mais également qui héberge une biodiversité variable selon les types de prairies, et on l'a bien vu dans certains exposés. Donc ce sont des agro-écosystèmes, donc présentant un certain nombre de services écologiques, présentant une biodiversité qui est intéressante. Donc globalement, on a vu tout l'intérêt du maintien d'un certain nombre de surfaces prairiales sur notre territoire. Malheureusement, comme ça a été évoqué en conclusion, on a quand même une régression très forte des surfaces prairiales. Je viens de Lorraine, je vous l'ai dit, où au cours des dernières décennies, on a une diminution au moins de 30%, et au cours dans les 4-5 dernières années, diminution de 10% des surfaces prairiales. Et donc de l'ensemble des services écologiques liés à ces prairies. C'est tout de même assez inquiétant par rapport à ce qui nous a été présenté. Par rapport à ce qui a été présenté, ce n'est pas très bien vu, c'est l'impact de l'intensification de l'exploitation des prairies par rapport à cette biodiversité, ces services écologiques. Un certain nombre de recherches ont été, je pense que Vincent Brotagnol pourra en témoigner, sur donc, les systèmes qui sont gérés en mesure agri-environnementale, où on voit bien que la biodiversité la plus élevée se retrouve dans des systèmes de manière extensive, avec des faibles en fertilisants et avec aussi, par rapport à l'avifaune par exemple, des dates de fauche. Donc là, on voit bien aussi qu'on a une forte diversité de ces milieux prairies par rapport à l'exposé sur les services écologiques, l'exposé de Laure Navas. Les 2 systèmes qui sont présentés, donc d'une part la ANAR avec l'arnica qu'on voyait et les prairies à Festuc à panicule. Ce sont 2 systèmes qui sont bien différents, qui se développent dans des conditions édapho-climatiques différentes. Et elles ne sont pas, pour moi, des objectifs qui sont complémentaires. J'ai été étonné un peu de la richesse floristique qui était présentée comme, au niveau de l'habitat. Si l'on a au contraire une accumulation importante au niveau de carbone, c'est bien lié aussi aux prairies ne font pas d'exploitation. Donc on a une plus importante qui peut sur ces systèmes. Ils ont pour moi des services qui sont complémentaires. Voilà. Donc pour conclure, excusez-moi si je pense que prairie et prairie, dit dans la première intervenante, je pense qu'on ne peut pas comparer une prairie temporaire, qui est une culture d'herbe, avec une prairie permanente, qui forcément bien illustrée au niveau des services écosystémiques, qui est bien plus important, me semble-t-il. Bien, on va faire un tour de réponse. Qui veut répondre? De Vienne. Il est évident que
ce que tu poses, c'est bien tout un objet de recherche. Est-ce qu'il vaut mieux mettre une prairie de 50 ans là où elle est et puis ailleurs cultivée? Et c'est un petit peu là également la réponse à Jean-Paul sur intensifier un endroit pour laisser la nature, ou est-ce qu'il faut essayer de mieux marier les deux? Parce qu'on n'a pas à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut mettre en pur des zones. C'est-à-dire, je peux cultiver 5 quintaux à terre parce que d'autres endroits, je des prairies. Est-ce que j'ai intérêt à cultiver mon blé, association, rotation des prairies? Je pense que c'est l'enjeu des dispositifs que l'on met. On n'a pas globalement là. Et la réponse de ce tout à fait la même. Si tu veux minimiser ou maximiser le stockage dans le sol, répondre à un enjeu planétaire d'effet de serre, ou si tu veux préserver de la dans tel captage, à cet endroit et pas à un autre. Tu comprends? Donc, également, diversité, réponse sur des enjeux environnementaux, qu'ils soient globaux ou locaux. Donc ça, de recherche. Bon, oui, allez, oui. Pour la question de Gilles, c'est ce qu'on avait fait, excusez-moi. C'est ce donc je la caméra. Donc je dois présenter, ça reste sur un territoire réduit, l'observatoire. Pas multiplier cet observatoire à échelle beaucoup, ça coûterait beaucoup, mais cet observatoire, le résultat que je t'ai montré permet de calibrer et de spécialiser, permet de donner à peu de diversifier le ça pour tel ou tel effet. Mais je ne veux pas que compartir le système, c'est avoir une zone intensifiée et l'autre pour avoir libre, sachant que la nature connectée là. Oui, est-ce que quelqu'un veut répondre à M. Jamet? Oui. J'ajoute c'est posture qu'un arbre fondé sur une littérature, ce qu'il faudrait reproduire l'erreur et d'agriculture, c'est-à-dire l'utilisation. On n'entend rien. Comment? Oui, branché. Ouais. Je ne voudrais pas reprendre une posture, un examen de la littérature. À mon sens, il ne faut pas reproduire le prairique, celui de culture, c'est uniformisation. Il n'y a pas une prairie optimale. Il y aura une diversité de prairies. Et pas des permanences des tempos, parce qu'il faut de tout. Et ça répond un petit peu à la question classique. Il agite beaucoup d'observations est-ce qu'il faut intensifier pour libérer la semi-nature. Tout au contraire, un petit peu là, partout. En fait, là encore, les deux. Ce qui va se passer, à mon sens, à l'échelle de France et des Européens, qu'on va la pression, les écosystèmes, notamment les cultives. Donc, cette pression, pouvoir récupérer un peu de liberté, de mobilité, et pouvoir à la fois conservation de la diversité dans les cultivés, c'est une erreur. Il n'y a pas d'espace conservé en culture. Les plantes messières, pour l'instant, elles sont dans les cultures, sont menacées. Donc il y a de la biodiversité patrimoine de culture. Il va falloir s'occuper si les milieux naturels. Moi, je voudrais... Merci pour ça.
peu impressionnant de remonter là. Mais en fait, moi, je voudrais compléter par rapport à j'allais dire, ce que j'appellerais l'injonction de la diversité à tout prix dans les systèmes agricoles. Il ne faut pas la comprendre comme maître de la diversité partout et à tout prix. Et je pense que c'est la réelle difficulté qu'on a à l'heure actuelle. Et c'est pourquoi, dans l'exposé que je vous ai présenté, j'ai vraiment insisté sur cette notion de compromis. On ne peut pas faire tout partout. Et en fonction de ce qu'on cherchera comme type de service à favoriser, il faudra voir quel type de diversité va avec. Dans le système que j'ai montré, qui sont dominés par la FETUC, dans les systèmes alpins qui ont servi de base à l'étude, ce sont des systèmes dans lesquels la FETUC est quasiment exclusive. Et parmi ceux qui ont été étudiés par Sandra Lavourel dans la vallée du Lotaré, c'est clairement ceux qui permettent de stocker le plus de carbone. Donc on est dans un système peu divers, mais qui stocke beaucoup de carbone. C'est peut-être un cas d'étude, un cas particulier, mais on le retrouve dans pas mal de systèmes, et notamment dans ceux que nous étudions en milieu méditerranéen. Donc selon ce qu'on veut faire, c'est un type de diversité. Et puis n'oublions pas de jouer sur les compensations spatiales, qui me semblent absolument indispensables, notamment au niveau de la gestion agricole. Pour répondre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'effectivement, enfin, on ne peut pas uniformiser la biodiversité partout en France. Il y a des territoires, la Bretagne et l'Auvergne, ils resteront différents, et c'est en Auvergne où il y a vraiment une biodiversité à sauver. Par contre, dans des zones de culture ou dans des zones plus intensives, ce qu'il faut, c'est maintenir une biodiversité utile pour la production. Et c'est là où la prairie a un rôle à jouer, d'abord par la biodiversité du sol, la dynamique de la matière organique du sol, et puis sur ses arrière-effets, quand on la retourne, sur la gestion de l'azote. Les éleveurs, ils ne sont pas philanthropes, ce qu'ils vont être intéressés, c'est pour économiser. Donc si on arrive à leur démontrer qu'une prairie, c'est productif, qu'en plus ça a des atouts, parce que le petit calcul que je vous montre, derrière, il y a peut-être aussi des arguments commerciaux de filière à avoir derrière ça, par rapport à d'autres pays compétiteurs pour exporter. Ça, c'est un point. Puis le deuxième point, c'est quand on retourne une prairie et qu'on peut valoriser derrière 80 ou 90 ou 100 kg d'azote pour les cultures qui suivent, c'est intéressant parce que c'est autant d'azote qu'on n'aura pas à mettre, surtout si on arrive à valoriser les lisiers d'une autre façon, technologiquement à côté. Voilà, André Corvol. Deux questions. Premièrement, comment les agriculteurs s'approprient-ils les résultats qui ont été obtenus par les différents conférenciers? Et enfin, deuxièmement, pourquoi et comment la CEE empêche-t-elle l'évolution des prairies au bout de la 5e année? Alors, dans le cadre de la typologie que j'ai présentée, qui a été mise en place par l'équipe de Michel Duru à Orphée, en fait, c'est une typologie et des outils qui ont été développés, j'allais dire, par itération, puisqu'ils faisaient beaucoup de formations avec à la fois des agriculteurs d'un côté, des représentants des chambres, des techniciens agricoles. Et ils ont travaillé ensemble jusqu'à trouver la façon et les types d'outils qui permettaient le mieux de valoriser les résultats de recherche. Je ne suis pas allée jusqu'à la présentation des outils, pour lesquels effectivement je pourrais fournir une bibliographie. Il y a un certain nombre de papiers qui sont passés dans production animale et ainsi de suite, qui déclinent et qui présentent ces outils, mais qui ont, par exemple, une des sorties, c'est celle que je présentais, les traits, les gens ne comprenaient rien, ils ne savaient pas du tout ce que c'était, et donc revenir à une typologie qui avait un petit peu du sens, avec des espèces un peu emblématiques, ça a permis de faire passer beaucoup plus facilement ces notions et ces concepts auprès de la population agricole. Ah oui, tout à fait. Ça fait, en fait, on travaille, nous, avec Michel depuis à peu près 15 ans, et je sais qu'ils ont mis en place des groupements d'éleveurs et de conseillers agricoles depuis 12 ans à peu près, à la fois en Midi-Pyrénées, enfin dans la région Midi-Pyrénées, et de façon très, très vaste. Je crois que le travail qui a été fait et présenté sur la diversité et la biodiversité est exemplaire. On a bien vu qu'il n'y avait pas une biodiversité, mais il faut être plus simple. Ce qu'il faut faire, globalement. Il y a une chose dont on n'a pas suffisamment parlé, mais c'est des questions qui sont posées, c'est pourquoi le choix des agriculteurs se fait de réduire les prairies. Tout simplement parce qu'ils ne vivent pas de la même façon, soit en termes de revenus,
deux questions centrales. À quel niveau doit-on organiser cette diversité? Je ne parle pas de biodiversité, je parle de diversité de production agricole. À quel niveau? On dit qu'il faut remettre de la prairie. S'il faut remettre de la prairie, il faut avoir des animaux. Et on nous dit, voilà, les animaux ont disparu des exploitations. Pas toujours pour des raisons économiques, très souvent pour des raisons de contraintes de travail. Et donc, ce n'est sans doute pas des systèmes où on va remettre 3 vaches et 10 moutons dans chaque ferme qui vont marcher. Il faut réinventer le niveau régional, local, cantonal, je ne sais pas où on aura des ateliers de production animale qui vont interférer avec des fermes spécialisées en production végétale, dans lesquelles on pourra réintroduire des circuits d'échange de fourrage, de matières organiques, pour faire fonctionner des entités qui seront composées d'exploitations spécialisées. Mais je ne pense pas, et là-dessus je rejoins M. Guyot, qu'on ne va redemander aux agriculteurs de refaire la ferme de grand-papa avec poules, canards, moutons et chèvres. Donc il y a un niveau d'organisation à l'échelle pluri-exploitation, à l'échelle territoriale, entre filières, qu'il faut imaginer. Nous n'avons pas voulu aborder ce point de vue-là parce qu'il aurait fallu 2 ou 3 jours. Mais une des problématiques, et là je fais un appel très fort vis-à-vis des économistes. Aujourd'hui, la plupart des systèmes agricoles sont contraints par le paradigme des économies d'échelle. Plus on fait d'une seule chose, plus on en fait, et plus tout le monde fait la même chose dans la même région, plus on s'en sort. On voit ce que ça donne dans certaines régions. Donc, dans quelle mesure peut-on substituer au niveau territorial un paradigme d'économie de gamme, c'est-à-dire en associant des productions différentes, peut-on créer de la valeur ajoutée au niveau local? C'est le grand défi de l'agriculture de demain. On ne pourra pas continuer à intensifier, à faire 100 quintaux de blé en Beauce et combien de litres de lait en Bretagne. Il faudra qu'un jour ou l'autre, on marie les deux quelque part. C'est ça le défi. Et c'est ça qu'on a voulu traduire. C'est qu'il y a des données, il y a qui prouvent ça. Maintenant, est-on capable de le faire? Je ne suis pas économiste, je ne suis pas sociologue, mais c'est le défi de demain. C'est-à-dire, construisons une agriculture équilibrée. Et en introduction, je vous ai dit, la diversité des systèmes agricoles est ce que la biodiversité est aux écosystèmes. C'est la clé de l'adaptation de l'agriculture aux contraintes changeantes. Et les contraintes de marché particulièrement. Parce que si demain, le blé doux... Non, c'est parce qu'on aura un système organisé qui permettra les transferts de l'un à l'autre et équilibré, il faut l'organiser, je suis bien d'accord, on arrivera à surfer sur des vagues de marché qui peuvent être totalement erratiques. Voilà le message que je voulais donner en réponse. Et nous avons parfaitement conscience de ça, c'est comment faire, mais avant de savoir comment faire, c'est où peut-on aller? C'est ça qu'on a voulu montrer aujourd'hui. Si vous me permettez, simplement, je ne voudrais pas en rajouter, mais quand, au niveau des agriculteurs, si vous pouvez me donner un nombre important de céréaliers qui se sont transformés pour redevenir éleveurs, je vous suis. Non, mais je vous suis. Mais autrement, ça n'est pas le cas. Même dans ma région, je suis vendéen, où on avait un
Parce que l'on a... Non, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a raisonné à l'échelle de l'exploitation. Il y a des projets en Picardie, j'en sais quelque chose, on m'a demandé de venir travailler là-dessus, d'installer des vaches, des étables de 1000 vaches, et de faire de la luzerne dans les exploitations céréalières. Mais tout le monde a dit non, des étapes de 1000 vaches, non, ça ne peut pas exister. Les écolos sont contre, la ministre de l'époque a dit c'est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est 1000 vaches. Peut-être c'est 500, peut-être c'est 800. Mais si on ne fait pas ce type d'atelier d'élevage, dans lequel on peut dire, d'accord, on met un atelier avec des travailleurs qui feront leurs 8 heures, avec c'est pas plus dur de tirer des vaches que de monter des murs en parpaing ou des trucs comme ça. Non, c'est pas plus dur. Quand vous avez les congés, non, mais non, c'est pas plus dur. Non, il y a des robots, en plus il y a des robots. Non, c'est pas plus dur. C'est plus dur quand vous êtes chef d'exploitation, que vous devez faire vos céréales, que vous devez faire les vaches. Là, c'est dur. Quand vous êtes salarié et que vous faites vos 8 heures de travail, c'est pas plus dur. Donc c'est-à-dire que c'est une autre conception des ateliers d'élevage, c'est-à-dire des ateliers d'élevage qui seront peut-être hors sol, mais qui vont s'alimenter sur des fourrages qui seront produits dans des exploitations céréalières qui bénéficieront de toutes les retombées agronomiques et écologiques de l'introduction. Faire de la luzerne dans la marne, la déshydrater pour la vendre en Bretagne, c'est pas très écologique. Par contre, faire de la luzerne dans la marne pour la céder aux voisins ou au consortium qui se sera installé pour faire des étapes de vaches laitières qui seront pas loin du marché de Paris, c'est peut-être intelligent. Voilà. Donc, peut-être que demain, il faudra reconsidérer l'occupation du territoire par des consortiums d'exploitation dont le statut juridique sera inventé, mais c'est certainement pas, je suis d'accord avec vous, c'est certainement pas en demandant, je suis beauceron d'origine, j'ai connu les troupes de moutons en Beauce, je sais pourquoi elles ont disparu, n'empêche qu'on mettrait aujourd'hui des élevages de moutons aux portes de Paris avec la pulpe et la luzerne, je vous garantis que vous alimentez le marché de la Chine. Seulement, il faut l'organiser socialement, économiquement, et c'est certainement pas en remettant un berger qui n'existe plus dans chaque ferme de Beauce. C'est autre chose. Et ça, il faut l'inventer. Sinon, on continuera à parler des nitrates, des pesticides et des problèmes environnementaux encore pendant 20 ans, et ça sera pire. Donc, ce qu'on essaye de, justement, ces discussions montrent bien que l'objectif de nos exposés était celui-là, c'est de poser le problème. Il y a des outils, il y a des possibilités. Voilà. Maintenant, on sait les chiffrer, on commence à les modéliser. Maintenant, que veut-on demain pour l'agriculture? Je pense que c'était presque une conclusion, mais il faut revenir à la conclusion formelle. J'ajouterais quand même, comme économiste, que quand même, quand on fait des études, pour répondre aux questions que vous avez, il y a des instruments en économie, en particulier la programmation linéaire, qui est un outil merveilleux. Je ne sais pas pourquoi on ne l'utilise plus. Et quand on étudie les choses à travers des programmes linéaires, on se rend beaucoup mieux compte de ce qui se passe et on dit beaucoup moins de bêtises ensuite pour critiquer les agriculteurs. Bon, cela dit, il faut maintenant passer la parole à la conclusion. Il n'y a pas de conclusion? Ah bon? C'est pour ça qu'il fait Alors, nous allons lever la séance. La séance prochaine, c'est mercredi prochain. On y parlera des systèmes alimentaires territorialisés et leur aptitude pour
résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Donc je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.